Bonjour, mon nom est Alexandra Bandéan, comédienne et artiste en arts visuels, chant et danse, et je suis végane depuis 2015. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette vidéo du Festival Vegan de Montréal 2020 présentée par Nafsika. La vidéo qui suit met en vedette Alexia Renard dans une conférence intitulée « Le véganisme est-il un mouvement social ?» Alexia Renard est doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. Sa thèse porte sur les jeunes de 12 à 17 ans engagés dans les mouvements véganes et antispécistes en France et au Québec. Elle est titulaire d'une maîtrise en environnement et développement durable portant sur le mouvement vegan au Québec. Pendant longtemps, le véganisme a été considéré comme un mode de vie. Avec la multiplication des actions antispécistes et la visibilité croissante du véganisme, l'accent a été mis sur la portée collective, voire politique, de cette action individuelle. Dans cette conférence, on tentera de définir à partir de l'opposition entre action individuelle et action collective ce qu'est un mouvement social. On verra que de nombreux mouvements sociaux contemporains, y compris les mouvements féministes et écologistes, se caractérisent par une forme de fluidité entre plusieurs types d'actions et que les catégories traditionnellement utilisées pour penser l'engagement, comme la distinction entre changement culturel et changement politique ou institutionnel, ne sont pas nécessairement appropriées pour comprendre le véganisme. Finalement, elle utilisera le concept de communauté de mouvement social qui permet selon elle de mieux comprendre le mouvement vegan. Si vous appréciez les vidéos du Festival Vegan de Montréal 2020, vous pouvez faire une contribution volontaire sous la forme d'un don via notre site web festivalvegandemontréal.com. Le festival est un organisme à but non lucratif qui fonctionne avec des bénévoles et le contenu que vous allez visionner est gratuit grâce à leur implication et à celle de nos commanditaires. Je vous souhaite un bon visionnement et une excellente journée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence en ligne qui s'appelle « Le véganisme est-il un mouvement social ?» Je me présente rapidement, je m'appelle Alexia Renard, je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur le mouvement vegan au Québec avec une approche en sociologie des mouvements sociaux. Et pour ma thèse de doctorat, je m'intéresse à l'engagement des jeunes de 12 à 17 ans dans les mouvements vegan et antispécistes en France et au Québec. Donc en perspective comparée. Donc pourquoi cette question, le véganisme est-il un mouvement social? Eh bien tout simplement parce que pendant longtemps, le véganisme a été considéré comme un mode de vie. Et c'est récemment, avec la multiplication des actions antispécistes, la visibilité croissante du véganisme, que l'accent a été mis sur la portée collective, voire politique, de cette action qui au départ est plutôt individuelle. Donc à partir de cette opposition entre action individuelle et action collective, je vais essayer de m'intéresser dans cette présentation aux différentes approches qu'on utilise en sociologie des mouvements sociaux pour comprendre les mouvements sociaux. Et on va voir qu'il y a beaucoup de mouvements contemporains, comme le mouvement pour les droits des animaux, mais aussi les mouvements écologistes ou féministes, qui se caractérisent par des formes de fluidité entre plusieurs actions très diverses et qui brouillent en fait, en quelque sorte, les catégories, les distinctions qu'on utilise traditionnellement pour comprendre l'engagement. Par exemple, on parle d'action politique, de changement institutionnel par opposition à changement culturel. On oppose généralement action individuelle et action collective. Puis ces catégories, je pense qu'elles sont pas nécessairement appropriées pour comprendre les mouvements véganes antispécistes. Puis en analysant le cas du Québec, on verra que c'est l'idée de communauté de mouvement social que je vais utiliser, que j'emprunte à une sociologue qui s'appelle Buechler, qui a été reprise par Laure Bérigny et Anne Révillard dans leur analyse des mouvements de femmes, et que cette catégorie, elle permet, je pense, de mieux comprendre ce qu'est le véganisme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement social? Donc, c'est un terme qu'on utilise souvent, qu'on voit souvent dans les médias, mais qui en fait est pas si simple à cerner. C'est pas une réalité si évidente. Est-ce qu'un mouvement social, ce sont les organisations qui le composent? Est-ce que ce sont les idéologies qui le traversent? Est-ce qu'on parle de mouvement social uniquement quand les gens descendent dans la rue? Est-ce qu'un mouvement social, c'est forcément un mouvement en lutte contre l'ordre établi? Est-ce qu'un mouvement social vise nécessairement l'État? Ce sont des questions dont les réponses sont pas claires et pas évidentes. C'est aussi un concept qui est enjeu de lutte, comme on le verra. Mais c'est avant tout un concept qui est historiquement situé, un concept qui, selon Charles Tilly, qui est un sociologue américain spécialiste des mouvements sociaux, notamment en France,
Euh, le mouvement social, c'est une forme particulière d'action collective qui n'existe pas avant la fin du XVIIIe siècle, une époque où en fait on assiste à une centralisation forte du pouvoir de l'État. Avant de parler de mouvement social, on parlait de révolte, d'émeutes, on avait des mouvements de contestation de l'impôt, par exemple, contre la figure locale du collecteur d'impôts. On avait des pratiques comme le charivari, dont j'ai mis une image sur la présentation, qui consistait en une espèce de manifestation de colère populaire contre quelqu'un dont on estimait qu'il avait transgressé les règles du groupe. Et généralement, c'était notamment au moment de mariages qu'on jugeait mal arrangés. Donc on avait ces manifestations-là, collectives, mais qui étaient très localisées. Euh, avec la centralisation du pouvoir de l'État apparaît ces mouvements sociaux dont Tilly Tilly explique que l'un des mouvements en fait qui est comme le premier à avoir un petit peu servi de matrice de moule en fait pour les autres mouvements sociaux, c'est le mouvement pour l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni au XIXe siècle. C'est à peu de choses près le premier mouvement qui a commencé à avoir des répertoires d'actions qui aujourd'hui nous paraissent très classiques, comme la création de comités citoyens, les pétitions, les témoignages de conditions de vie des esclaves, le boycottage du sucre, l'interpellation des élus parlementaires, etc. Donc c'est ça, c'est un objet qui est historiquement situé et qui est lui-même en fait objet d'enjeu de pouvoir et de définition. Les pouvoirs politiques, ils ont historiquement tendance à dénigrer l'existence de mouvements sociaux au profit de vocables comme émeute ou révolte, parce que finalement parler de mouvement social, c'est déjà avoir une certaine conception du changement social et finalement reconnaître une forme de légitimité à la contestation sociale. Et d'ailleurs, pendant longtemps, la science politique elle-même, elle s'est vraiment focalisée sur le vote ou, mettons, le comportement électoral comme les seules formes finalement de comportement politique légitime. Et l'action collective, elle était plutôt vue comme une anomalie en fait du système politique qui reposait sur l'irrationalité de la foule. Donc c'est vraiment à partir des grands mouvements sociaux des années 60 à peu près, que la sociologie des mouvements sociaux eh bien, va s'intéresser et prendre au sérieux finalement cette forme d'action politique. Il ne faut pas oublier non plus que le concept de mouvement social est souvent issu d'une reconstruction a posteriori des événements historiques. Pour prendre un exemple assez connu, la prise de la Bastille, au moment où les Parisiens ont pris la Bastille, ça n'a pas été catégorisé comme une révolution. L'Assemblée nationale qui était réunie à Versailles à ce moment-là a plutôt réagi négativement à ce qu'elle considérait comme une émeute urbaine populaire. Et c'est que dans les années, les jours et les mois subséquents, en fait, que on a utilisé le mot révolution pour qualifier cet acte-là. Le mot révolution qui, d'ailleurs, avant la Révolution française, ne voulait pas dire expression de la souveraineté populaire, mais qualifiait d'autres types de changements comme la mort d'un roi ou la défaite d'une bataille. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit quand on parle de mouvement social. Les acteurs qui font les révolutions ou qui font les mouvements sociaux se lèvent pas le matin en se disant qu'ils vont faire la révolution ou un mouvement social. Donc, il y a toujours un travail de reconstruction post-historique. Ce qui m'amène en fait aux définitions classiques qu'on utilise en sociologie politique concernant les mouvements sociaux. Il y en a plusieurs. Il y a tout un tas de traditions de recherche en fait qui vont essayer de comprendre ce que c'est un mouvement social. La première de ces traditions, elle considère donc que les mouvements sociaux sont des actions collectives, planifiées, portées par des organisations, que les mouvements sociaux sont des organisations structurées dans lesquelles il y a la présence d'entrepreneurs, capables de mobiliser des ressources pour défendre leurs idées. Ça, c'est intéressant parce que c'était une tradition de recherche qui allait à l'encontre de ce que je disais tantôt, que finalement les mouvements sociaux étaient des manifestations irrationnelles. Il y a un deuxième courant qui est plus celui de Tilly, que j'ai évoqué aussi, qui lui va insister sur le fait que les mouvements sociaux sont nécessairement publics et dont les revendications sont nécessairement dirigées vers les institutions politiques. Puis il y a un troisième courant qui émerge un peu dans les années 80-90, à partir du moment où on voit l'apparition de mouvements sociaux qui sont plus fondés sur l'amélioration des conditions matérielles d'existence ou de travail, comme les mouvements syndicaux,
ou qui sont plus basées nécessairement sur la classe sociale, mais plutôt sur l'identité et qui vont viser des changements culturels. Donc on pense par exemple au mouvement féministe ou au mouvement LGBTQ, au mouvement gay. Et qui sont des mouvements dont les actions vont pas nécessairement viser l'État, elles peuvent viser l'État, mais pas que, et c'est des mouvements qui vont viser aussi la transformation de normes culturelles, et qui sont fondés sur l'existence d'une identité collective, d'un sentiment d'appartenance partagée. Ça m'amène à une dernière catégorie, qui est celle des mouvements lifestyle, qui fait son apparition dans les années 2010. Les auteurs que je cite, là, ils prennent notamment l'exemple du végétarisme ou du locavorisme. Et pour eux, ces mouvements, ils ont la particularité de cibler les changements culturels plutôt que les changements sociaux. Ils se caractérisent par des organisations et des réseaux très diffus, la présence d'entrepreneurs culturels et non pas de leaders politiques formels. Ils sont caractérisés, d'après eux, par la présence d'une action individuelle qui devient collective, mais par effet d'agrégation uniquement. Alors que dans les mouvements sociaux conventionnels, on aurait une action collective formellement organisée. Donc voilà, il crée un peu une distinction entre les mouvements lifestyle et les mouvements sociaux conventionnels. Cela étant, cette séparation entre culture et politique, finalement, et entre individuel et collectif, elle mérite d'être questionnée. Parce qu'en réalité, les sociologues se sont assez peu intéressés avant les années 80 à la partie invisible de l'action, à tout l'aspect finalement souterrain et non public des grands mouvements sociaux. Autrement dit, la résistance quotidienne, individuelle et discrète des individus. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est un exemple que Cécile Péchu, qui est une politologue qui travaille sur les mouvements de droit au logement et qui a travaillé sur les squats, elle montre comment il y a une véritable continuité entre des pratiques extrêmement discrètes et pas du tout collectives, et pas du tout plutôt publiques, comme les déménagements à la cloche de bois, qui est une pratique qui consiste à déménager sans payer son loyer, et des actions plus organisées, plus collectives, comme le sont le squat politique ou les mouvements de droit au logement. Et donc, il y a tout un tas de chercheurs qui vont dire que la séparation entre politique, culturelle, individuelle, collectif, elle n'est pas vraiment, au point de vue empirique, elle ne permet pas de bien comprendre les mouvements sociaux. Et puis je pense que c'est particulièrement le cas pour le véganisme, qui est un mouvement qui se caractérise justement par un va-et-vient entre plusieurs types d'actions, des plus individuelles aux plus collectives. Donc ça m'amène à ma dernière idée sur ce qui va me permettre d'analyser le mouvement vegan et antispéciste. C'est la notion de communauté de mouvement social. Mais avant ça, je vais expliquer d'où ça vient. Ça vient des mouvements de femmes, de l'analyse des mouvements de femmes qu'ont fait Anne Révillard et Laure Bérigny, qui remarquent qu'en fait, quand on regarde les mouvements de femmes, les mouvements féministes, la distinction entre plusieurs pratiques militantes se brouille. On a des militantes qui sont dans des engagements extrêmement différents un peu partout. Il y a une circulation entre des engagements plus philanthropiques, des engagements associatifs ou des engagements plus contestataires, non plus entre guillemets politiques. On a des femmes qui vont se politiser dans des lieux qui sont a priori pas nécessairement, qui sont a priori plutôt éloignés de la sphère politique et qui sont peu contestataires. Là, par exemple, j'ai mis en photo un exemple des maires de la place de Mai qui ont, à partir d'une identité qui est souvent considérée comme peu politique, qui était l'identité de maire, ont transformé cette identité-là pour réclamer de savoir où étaient leurs fils et filles disparus pendant la dictature en Argentine. Le foulard blanc qu'elles portent symbolisant les langes des enfants et de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc c'est vraiment une transformation quelque chose qui est pas nécessairement, traditionnellement non considéré comme politique et transformé en politique. Donc les mouvements de femmes, finalement, ils permettent souvent de repenser la partition entre ce qui est politique et ce qui est pas politique. Ils permettent aussi de pas réduire la sociologie des mouvements sociaux à juste une sociologie du militantisme et à remarquer qu'en fait, dans un mouvement social, il y a une multiplicité de groupes et d'individus
quand on parle des mouvements de femmes, on peut regarder les centres de santé pour femmes, on peut regarder les festivals musicaux féministes, les centres d'hébergement, les librairies, les groupes de recherche universitaires. Ce sont autant d'organisations qui forment en fait une communauté féministe, qui ont des activités avec des dimensions militantes, mais qui se limitent pas à ça. Et donc, va y avoir des logiques militantes qui vont entrer en concurrence avec des logiques culturelles ou sociales. Tout ça sur fond d'une identité collective assez forte. Donc ça permet d'en venir à cette idée de communauté de mouvement social qui se caractérise comme un réseau d'individus et de groupes reliés entre eux de façon souple par une base institutionnelle, des objectifs et des actions multiples, et une identité collective qui affirme les intérêts des membres en opposition au groupe dominant. Et moi, je trouve que ce concept, il permet vraiment de bien comprendre ce que c'est le mouvement social, puisqu'il permet de penser les mouvements au-delà du militantisme, de penser l'engagement comme un continuum d'activités tournées vers des objectifs politiques, et pas seulement l'engagement militant dans une organisation. Alors, on en vient au véganisme, à l'antispécisme et aux droits des animaux au Québec. Très rapidement, pour situer un petit peu, véganisme et végétalisme sont en expansion au Québec. On a beaucoup de commerces végétariens, une augmentation assez impressionnante puisqu'on en avait 15 en 2005 à Montréal et 357 en 2019. Les dernières statistiques quantitatives évoquent un pourcentage de 2,1% de végétaliens. On a aussi eu en 2019 le nouveau guide alimentaire canadien qui a regroupé tous les produits protéinés dans une même catégorie et finalement le lait et la viande sont plus des groupes à part. Donc ça a été vraiment comme une légitimation du végétalisme au point de vue de la santé. Puis en 2018-2019, une accélération de la couverture médiatique éditoriale. Et évidemment aussi, il y a eu des actions comme l'action au restaurant Joe Beef et puis dans la ferme d'élevage de porc à Saint-Hyacinthe qui ont aussi contribué à faire connaître l'antispécisme et le véganisme. Donc en fait là je vais partir de la recherche que j'ai faite pour ma maîtrise. Moi j'ai essayé de comprendre, mon hypothèse c'était que le véganisme était évidemment un mouvement social, mais je savais pas trop où tourner le regard parce que finalement au Québec c'est pas un mouvement qui est nécessairement extrêmement institutionnalisé. Il y a évidemment beaucoup de groupes, mais c'est pas si facile quand on y réfléchit de savoir qu'est-ce qui fait partie du mouvement vegan, qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Donc j'ai choisi d'aller regarder un peu tous les groupes qui s'intéressent de près de loin au végétalisme ou au véganisme, et puis évidemment aux droits des animaux et à l'antispécisme. Ça m'a conduit à identifier 4 grands types de groupes au Québec. Donc on a des groupes qui sont plus axés sur la promotion du végétarisme et du végétalisme, ce qui signifie pas qu'ils parlent pas de droits des animaux, mais qui vont plus insister sur l'aspect mode de vie. L'exemple du Festival Vegan de Montréal, c'est assez exemplaire, c'est-à-dire que il y a une dimension assez forte de lifestyle, mais il y a évidemment aussi beaucoup de choses politiques, des conférences sur les droits des animaux qui ont lieu chaque année, etc. Ensuite, on a des groupes de libération animale, en tout cas des groupes qui vont vraiment être axés sur cette question de libération animale, qui sont des groupes plutôt citoyens, antispécistes, abolitionnistes, et qui sont vraiment des groupes de base, en fait, des groupes grassroots, comme on dit en anglais. Il y a aussi tout un pan des groupes qui sont des groupes de défense plutôt juridique des droits des animaux, donc Animal Justice Canada ou Mercy for Animals, qui sont des groupes avec qui sont plutôt au niveau fédéral, qui ont des plus gros budgets, qui sont quand même assez institutionnalisés. Il y a aussi des partis politiques qui défendent les droits des animaux. Et dernier groupe, c'est plutôt des groupes de protection animale avec des refuges, le plus connu étant la SPCA de Montréal, mais on a aussi la Human Society. Dans la continuité plutôt de ces groupes très diversifiés, on a des actions et des modes des modes de publicisation du véganisme qui sont très différents. Le festival du temps où on pouvait le tenir en groupe, je pense que ça c'était une photo au Palais des Congrès ou au Marché Bon Secours, je sais plus.
On a la campagne Be Fair, Be Vegan qui a été montrée au métro Berry-UQAM à Montréal en septembre 2019. On a des actions de rue plus classiques comme la marche pour la fermeture des abattoirs qui a lieu chaque année depuis 2014, si ma mémoire est bonne. Puis là, j'ai mis une photo d'un endroit que j'aime bien qui s'appelle l'épicerie Herbivore, qui est une épicerie entièrement végétalienne à Montréal et qui est tenue par deux propriétaires qui sont vraiment militants. Et donc c'est à la fois un lieu de consommation, mais aussi un lieu de socialisation pour la communauté végane végétalienne de Montréal. Et ça permet aussi d'illustrer ce brouillage des frontières entre des organisations plus formelles et des organisations qu'on n'identifie pas nécessairement tout de suite à un mouvement social comme le festival vegan ou une épicerie. Et puis donc à partir de tous ces groupes, j'ai essayé de regarder comment ils étaient reliés les uns avec les autres. Je vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tout ça là. Pour ceux et celles que ça intéresse vraiment, je vous invite à aller voir mon mémoire de maîtrise qui est disponible dans la base de données de l'Université de Montréal. En tapant mon nom, vous devriez le trouver et c'est très bien expliqué, en tout cas j'espère, dans ce travail. Mais j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui reliait ces groupes en regardant tous les liens publics possibles, donc la participation à un événement en commun, un communiqué de presse en commun, organisation d'événements. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait quand même, malgré donc le fait que c'était des groupes extrêmement diversifiés, comme on peut le voir entre la SPCA de Montréal, le Festival Vegan et Animal Justice Canada, a priori, même s'il y a évidemment des liens, on peut se dire, bon, ils travaillent pas forcément de la même façon, ils ont pas les mêmes actions. En réalité, ce sont des groupes qui sont très interreliés. Et ça m'a donné vraiment cette idée qu'il y avait une véritable communauté de mouvement social, comme je le disais tantôt, je remets la définition ici, qui est réseau d'individus et de groupes reliés entre eux de façon souple par une base institutionnelle, des objectifs et des actions multiples, et une identité collective qui affirme les intérêts communs des membres en opposition au groupe dominant. Reste à savoir quel est le groupe dominant contre lequel le véganisme lutte. Là, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de lien très fort entre des individus et des groupes. Au niveau de la question de l'identité collective, ce qui est intéressant au Québec, c'est que il y a une identité collective qui est assez marquée et assez distincte en fait par rapport en tout cas à la France. Je connais assez mal, j'ai pas travaillé sur le reste du Canada et je connais mieux la France, mais c'est quelque chose qui revenait souvent dans les entrevues. Donc j'ai mené des entrevues semi-dirigées en fait pour compléter ma recherche documentaire dans mon mémoire de maîtrise. Et il y a une idée qui revenait souvent, c'était que il y avait une forme de radicalité du discours, radicalité au sens de prendre le problème à la racine en fait. Et l'idée c'était que, par exemple, je lis la citation que j'ai mis en exergue, l'idée du VG, puis des lundis VG, tous ces trucs-là n'ont pas vraiment percé au Québec, puis arrive le festival vegan, beaucoup plus ambitieux, le véganisme est présenté au Québec, et ce n'est pas aux États-Unis, comme aux États-Unis, confondu avec le plant-based diet. Dans la première édition du festival, il y avait déjà des trucs abolitionnistes, c'était politique. Ça, je pense que c'est vraiment très important parce que ça revient très souvent que finalement, il n'y a pas vraiment au Québec de promotion ou de discours sur le réductionnisme. Il y a vraiment cette idée plutôt d'en finir avec les produits, la consommation de produits animaux, d'en finir avec l'exploitation animale, et pas seulement de réduire ou de devenir végétarien. Puis ça, c'est assez différent, je pense, en France, où on a beaucoup plus ce discours réductionniste qui dit, voilà, bah, on peut commencer par devenir végétarien ou réduire sa consommation. Puis même, on peut, bon, ce qui est important, c'est le bien-être animal et c'est pas juste d'abolir l'exploitation animale, il faut commencer par le bien-être animal. Donc il y a vraiment une tradition plus forte en France d'un intérêt porté au bien-être des animaux, à la manière dont on les traite. Au Québec, évidemment, on s'intéresse, les militants et militantes s'intéressent à la manière dont on traite les animaux, mais ce qu'ils disent, c'est que c'est pas le traitement qui importe, c'est
c'est pas que le traitement qui importe, c'est c'est pas que la manière dont on les traite qui importe, c'est au final le fait qu'on les met à mort et qu'on les exploite. Euh, donc voilà pour l'identité collective du mouvement au Québec, qui est pas, c'est une identité collective qui est plutôt partielle. Hein, c'est pas, c'est comme un peu le plus petit dénominateur commun, disons, qu'on peut trouver pour le mouvement. Évidemment, il y a des zones en débat, comme cette question un petit peu de l'antispécisme qui serait antispécisme ou véganisme, comme si les deux étaient pas nécessairement compatibles. Il y a certains militants et certaines militantes qui reprochent en fait au véganisme d'être un mouvement qui est trop consumériste, qui ne met pas en avant suffisamment ses motivations politiques. Puis je peux lire une citation que je trouvais intéressante. Qu'est-ce qui va rester de l'identité du mouvement? Notre mouvement vegan est peut-être en train de devenir une espèce de mouvement végétalien, mais ce n'est pas tout de manger du tofu puis d'avoir du Beyond Meat chez A&W. Il faut quand même comprendre que derrière tout ça, il y a une question politique. Donc ça, c'est vraiment une question qui reste importante, une tension qui reste importante dans le mouvement aujourd'hui. En conclusion, on peut tirer quand même quelques spécificités du mouvement au Québec. Donc c'est un mouvement qui est citoyen, qui est peu institutionnalisé, avec une identité collective, comme je l'ai dit, qui est centrée beaucoup sur l'abolitionnisme. C'est un mouvement qui a des actions à la fois culturelles, politiques, et qui mélange donc actions lifestyle et actions plus traditionnelles comme des manifestations dans les rues, etc. Donc une grande diversité d'actions. Puis des groupes très différents. Je l'ai pas mentionné quand je passais en revue les groupes tantôt là, mais il y a aussi dans la section droit des animaux, il y a aussi un groupe de recherche universitaire qui s'appelle le GREA, qui est le groupe de recherche en éthique environnementale et animale, et qui se trouve à l'Université de Montréal, qui est un groupe très important dans le mouvement, puisqu'il il est composé de chercheurs qui travaillent en éthique animale et qui sont aussi véganes et antispécistes, et qui viennent vraiment faire du militantisme plus intellectuel et universitaire, mettons, chose qu'on a beaucoup moins d'ailleurs en France, où la pensée antispéciste s'est développée plutôt en dehors des circuits universitaires. Donc des groupes comme ces groupes de recherche universitaires, des groupes de base, des groupes citoyens, comme je l'ai dit, des associations, des épiceries, des festivals, c'est vraiment pour moi, on revient vraiment à cette idée qu'on est dans une communauté de mouvement social, dans cette idée qu'il y a un réseau d'individus et de groupes qui sont reliés de façon souple, mais qui sont quand même unis par une identité collective. Et puis, finalement, pourquoi et qu'est-ce que ça nous apporte vraiment d'essayer de penser le véganisme et l'antispécisme à la lueur, en fait, de ce concept de communauté de mouvement social? Mais moi, je pense que c'est important parce que, comme je le disais en introduction, déjà, c'est important de se comprendre en tant que mouvement, que ça permet de penser les mouvements sociaux au-delà, en fait, des questions de stratégie et d'efficacité. Ça permet de comprendre qu'il y a une continuité en fait entre militantisme et non-militantisme, entre engagement et activité professionnelle, entre privé et politique, entre action individuelle, action collective, action en ligne, action hors ligne, puis que ça permet aussi de penser finalement au-delà de certaines divisions qui vont agiter un petit peu le mouvement sur des questions de stratégie, des questions d'idéologie. Puis je pense que de voir un peu l'engagement comme une continuité entre plusieurs actions et aussi de comprendre qu'un mouvement social c'est pas une unité homogène avec des buts et des stratégies clairement définies, mais que en fait c'est une communauté qui est profondément diversifiée, mais qui se caractérise malgré toute cette diversité par un sentiment d'allégeance, une identité collective, dans notre cas qui est celle de changer notre modèle alimentaire, de changer nos relations aux autres animaux, qu'on soit militant affiché ou non. Mais je pense que c'est important de remettre un petit peu l'emphase dessus, puis là, je sors un petit peu de ma casquette de chercheuse en sciences sociales, mais plus pour prendre la casquette de militante ou militante, même si c'est difficile. Moi, je suis plutôt dans la recherche que sur le terrain, donc je me qualifierais pas de militante à proprement parler. Mais je pense que c'est important de bâtir en tout cas, de reconnaître qu'il y a cette communauté-là, puis de la bâtir, surtout en des temps où finalement les réseaux sociaux militants ils sont profondément frappés par la pandémie de la Covid-19.
et fragilisée. Et je crois que la question quand même de reconnaître qu'il y a cette communauté, elle importe parce qu'elle permet malgré tout de penser que quand on est vegan, peut-être tout seul dans son coin, mais on l'est pas tant que ça, tout seul dans son coin. Alors voilà, c'était la fin de cette présentation. C'est un petit peu étrange de ne pas avoir de public. J'espère que ça suscitera des questions, puis au plaisir d'en parler peut-être à une autre occasion en personne. Merci.